bonsoir et merci d'être fidèle au programme de ITV 19h45, le journal au sommaire de cette édition. Vers une sortie de crise dans l'affaire Nengeler, l'hivernage devrait être sauvé pour les paysans de la commune de Njaganyao. Après la médiation du ministre de l'Intérieur Ali Ngouille, l'homme d'affaires Babacar Ngom a rencontré aujourd'hui les populations de Nengeler. La nouvelle loi sur le transport va révolutionner le secteur. C'est le ministre des Transports Oumar Youm qui le dit. Il invite les acteurs à adhérer massivement aux réformes déjà engagées. La pharmacie nationale d'approvisionnement rencontre des difficultés administratives et de stockage. Toutefois, la directrice Annette Sekendjaï assure que la PNA est bien approvisionnée en médicaments et vous l'entendrez dans cette édition. Le reportage Tabaski ce soir s'intéresse à la conjoncture occasionnée par la crise sanitaire. L'inquiétude de plusieurs familles pour subvenir aux besoins. Leur témoignage dans le reportage de Aïssatou Diak tout à l'heure. Le développement de tous ces titres tout de suite. Bienvenue à tous. La Société africaine de raffinage a été informée hier de la présence de traces d'hydrocarbures dans la zone de Mbao. Les équipes dépêchées sur place ont constaté une fuite d'hydrocarbures constituée de fioul qui provient du Sea Line de la SAR situé à 700 mètres de la plage. Les travaux de réparation ont été entamés et la décontamination des lieux est prévue bientôt. Une solution en vue dans l'affaire Nengeler. C'est le ministre de l'Intérieur qui parle. Ali Ngouille a déjà rencontré les deux parties. L'on apprend également que l'homme d'affaires Babacar Ngom a discuté aujourd'hui avec les populations de Nengeler. Et nous allons à ce propos écouter le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille, joint par Antoine Diouf. Nous avons aujourd'hui le cas de Nengeler qui a fait les choux gras de la presse et qui n'a même pas encore connu son épilogue, mais je pense que nous allons vers une solution. Mais nous avons également d'autres cas. On se rappelle, ce n'est pas également quelque chose de nouveau. Nous le vivons tous les jours, mais l'administration territoriale, j'avoue, s'y penche tous les jours. C'est vrai qu'ils n'ont pas tous les mêmes relents, mais dans l'ensemble, quand même, c'est des questions qui sont prises en charge. Au moment où je parle, par exemple, nous avons le cas de Nengeler plus précis. Nous nous sommes rendus il y a 2 ou 3 jours, je pense, sur le terrain. Nous avons regardé le site, nous avons discuté avec les populations qui aujourd'hui attendent parce que d'habitude, ils font leur culture au niveau donc de ce site, aujourd'hui qui est un site foncier de sédiments. Et nous avons également, à la suite de ça, rencontré le président du groupe sédiment, Babacar Ngom. Nous avons discuté et nous avons en tout cas une esquisse de solution. Aujourd'hui d'ailleurs à 10 heures, donc au moment où je parle, ils doivent être sur le terrain avec les populations, en compagnie du sous-préfet. Et nous pensons que la solution qui a été esquissée sera acceptée par toutes les parties. Et le cas échéant, ça fera l'objet d'un protocole. Et par rapport à l'affaire Gadaye, qu'est-ce que vous entendez faire? Gadaye, c'est également un problème dans la région de Dakar qui oppose donc le promoteur immobilier Babacar Fall de Technologie 2000 à des familles qui ont également acquis des terrains sur le même site. Là aussi, je dois les recevoir dans la matinée, les familles de Gadaye, pour manquer un peu de la situation. Et j'avoue que le ministre de l'Urbanisme, depuis quelque temps, travaille aussi sur une solution de sortie de crise. Nous pensons que cette solution également devrait pouvoir aboutir. Le ministre des Transports Oumar Youm a de grands projets pour le secteur. Selon lui, la nouvelle loi déjà votée va révolutionner le transport au Sénégal. Depuis Thiès, Oumar Youm lance un appel à tous les acteurs afin que ces réformes déjà engagées soient une réalité. Isidore Alexandre Sen. Le décret d'application de la loi d'orientation et d'organisation des transports terrestres est attendu par les acteurs certes, mais le ministre prend les devants en vulgarisant les contours de la loi auprès des acteurs. En attendant les décrets d'application, j'ai jugé important à chaque fois que l'occasion se présentait de partager les grandes lignes de cette grande réforme des transports terrestres. Hier d'ailleurs, le président de la République, dans le cadre du Conseil des ministres, a parlé de la modernisation des systèmes de transport. Après quelques initiatives dans le transport public, le privé va inéluctablement sur de nouvelles routes. L'organiser à travers le renouvellement du parc,
l'organiser à travers la professionnalisation des acteurs, particulièrement des chauffeurs, pour lesquels la protection sociale doit être au cœur de la politique sociale des transports terrestres. Mais particulièrement lutter contre l'insécurité routière, mais aussi renforcer le contrôle routier. Le ministre d'aborder le dispatching l'enveloppe dédiée au secteur du transport dans la riposte contre le coronavirus. Une enveloppe de 8 milliards 250 millions a été distribuée aux opérateurs de transport qu'on appelle les transporteurs, dans tous les segments du transport. Partant du transport urbain, du transport interurbain, des mototaxis qu'on appelle régulièrement Jakarta, mais aussi des taxis. Une enveloppe de 8 milliards 250 millions. En sus de cette enveloppe, presque 1 milliard de francs CFA, équivalent de 14 400 kits alimentaires, ont été dédiés aux chauffeurs cette fois-ci. Ici à Thiès, nous avons dans la région 2 885 chauffeurs qui bénéficient de kits alimentaires, soit environ 200 millions de francs CFA distribués aux chauffeurs de Thiès, sans compter les appuis directs aux gares routières. Dans la région de Thiès, 67 millions de francs CFA a été distribué aux gares routières de Thiès. À Thiès, le ministre soumis à quelques questions, notamment les tracasseries des forces de l'ordre, a promis de faire de son mieux pour aider les transporteurs tout en les exhortant d'épouser les règles qui régissent leur secteur. Merci beaucoup Isidore Alexandre Sen, notre correspondant à Thiès, qui est coronavirus. À présent, encore des morts. Ce vendredi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale en a annoncé 4, en plus de 63 nouvelles contaminations, 34 cas contacts, 4 cas importés et 25 issus de la transmission communautaire. Une délégation du Fonds Force Covid-19 a effectué une visite aujourd'hui à la pharmacie nationale d'approvisionnement, occasion pour la directrice de la PNA de revenir sur leurs difficultés. Annette Sekenja évoque des problèmes administratifs, mais aussi de capacité de stockage. Le compte-rendu est signé Boubacar Djan. Ces milliers de caisses remplies, entreposées ici, contiennent des masques, des gants, lunettes à oxygène, de même que des tenues de protection lavables. Une nouveauté dans l'équipement du personnel de santé qui est sur la ligne de front dans la lutte contre la Covid-19. Mais les membres ont également pu voir qu'aujourd'hui, la PNA a initié également la confection de matériel, du matériel réutilisable, des équipements, des casaques, des surchosses, des combinaisons réutilisables qui vont permettre de faire moins de gaspillage et de rationaliser véritablement les ressources du pays, puisqu'on en a bien besoin actuellement. La directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement a profité de la visite de la force Covid-19 pour étaler les difficultés auxquelles la PNA est confrontée, des manquements, la plupart administratifs. Mais de façon générale, administrativement, il y a énormément de contraintes qui pèsent sur la PNA et qui, quelquefois, empêchent la célérité dans l'action, surtout face aux impératifs sanitaires. Pas que, le stockage aussi fait défaut. Nous avons vu également les conditions de stockage. Aujourd'hui, c'est entre 6 et 10 milliards de stocks qui arrivent à la PNA tous les ans. Et il faut aussi bien les réceptionner, les stocker, mais également les distribuer sur l'ensemble du territoire national. Et cela demande aussi bien des espaces de stockage adaptés, mais également une logistique roulante adaptée. Et cela, donc, financièrement, a un coût. Et je crois que c'est là où il faut mettre le curseur et faire en sorte que la PNA soit renforcée pour mener à bien sa mission. Le paracétamol ou même le produit pour traiter l'épilepsie serait en rupture de stock, mais la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement rassure. Alors je pense que vous avez pu quand même constater que ces produits étaient disponibles. Il faut faire la part des choses. Le secteur pharmaceutique est constitué du secteur public et du secteur privé. Évidemment, nous devons aller ensemble dans une régulation. Mais il arrive qu'un des secteurs connaisse des difficultés et des dysfonctionnements dans la distribution d'un produit. Et tout de suite, étant donné que surtout le secteur privé est le plus proche des populations,
c'est évidemment le secteur le plus vulnérable, là où on constate tout de suite les ruptures de stock. Mais la pharmacie nationale essaie évidemment au mieux de pallier à ces ruptures lorsqu'elles arrivent au niveau du secteur privé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la mission première de la pharmacie nationale est d'abord d'approvisionner les structures sanitaires publiques. Par ailleurs, la directrice de la PNA explique ce dysfonctionnement par les restrictions prises par les pays producteurs, suffisant pour que le docteur Annette Seck Ndiaye plaide pour la promotion de l'industrie pharmaceutique locale, chose qui éviterait au Sénégal d'importer des molécules comme le paracétamol. Et cette information que nous venons de recevoir, le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'approuver le programme économique et financier du Sénégal appuyé par l'instrument de coordination des politiques économiques pour la période triennale 2021 jusqu'en 2023. Le conseil d'administration du FMI s'est félicité des résultats économiques et sociaux obtenus jusqu'ici par le Sénégal et de la mise en œuvre satisfaisante du programme de résilience économique et sociale ainsi que des perspectives économiques favorables au Sénégal. Et pendant ce temps, le directeur général du cabinet d'ingénierie en finance se dit très préoccupé par l'accès au financement de la commande locale des entreprises, de jeunes entreprises sénégalaises. Mohamed Diop invite l'État à formaliser ces entreprises, donc des propos recueillis par Kessendour et Moussa Fall. Quand on regarde de près, donc c'est un programme qui est important. Je pense que l'axe qui est surtout fondamental pour les jeunes entreprises, c'est quand même ce qui est mis comme accompagnement pour les petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'accéder au financement. Ça, je pense que c'est un élément important parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'avec la pandémie de la Covid, un des obstacles que vont rencontrer ces entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, c'est comment accéder au financement. C'est vrai qu'au Sénégal, on parle beaucoup de ces grandes entreprises, mais n'oublions pas que plus de 60% de la population active et encore dans les petites et moyennes entreprises, en partie familiales. Donc aujourd'hui aussi, on a besoin de ce plan-là, mais quand même surtout pour les petites et moyennes entreprises qui néanmoins constituent plus de 30% du PIB. Pour prendre une décision, la première question à laquelle se pose, c'est qu'est-ce que j'y gagne? Aujourd'hui, passer de l'informel au secteur formel, qu'est-ce que l'entreprise y gagne? Et donc, il faut que les dispositions mises en place aussi aillent dans ce sens-là, c'est-à-dire permettre aux entreprises de se retrouver dans cela. Alors là, il y a des éléments aussi importants, je pense qu'on pourrait inclure, c'est-à-dire la commande locale. Comment faire de sorte que ces jeunes entreprises-là puissent bénéficier de cette commande locale? Parce qu'à partir de maintenant, on entend que quand même il y a une partie de la commande de l'administration qui doit être impérativement allouée aux entreprises locales, surtout les petites et moyennes entreprises. Et donc ça, c'est un élément fondamental pour leur permettre de se formaliser. Et ça, je pense que c'est un élément aussi sur lequel le gouvernement devra travailler. Un financement facile des TPE, PME, PMI devra passer par un renouveau du modèle économique. Un point de vue exprimé par l'économiste Seydina Alioune-Ndiaye. Il insiste sur ces réformes et les incitations fiscales. Nous l'écoutons. En économie, une volonté ne fait pas un acte. Donc, il faut des actes forts, il faut des réformes qu'il faut conduire, il faut des incitations fiscales, il faut tout un ensemble de facteurs qui aident les gens justement à pouvoir redémarrer la machine. Parce que quand vous avez une économie où la plupart des PME, PMI sont dans l'informel, donc une fois qu'on a cette houle-là, cette Covid-là, qui les percute, pour les relever, ça va être quelque chose de très difficile. Qu'on a une économie où la plupart des PME, PMI sont dans le commerce international, donc si les frontières sont fermées, effectivement, ces PME, PMI sont impactés. Donc, il faut repenser le modèle, il faut un renouveau du modèle économique, identifier quelles sont les PME qui sont les plus contributrices au PIB, regarder comment le bureau de mise à niveau peut les aider en les upgradant, en essayant de voir un petit peu leur capacité opérationnelle, vraiment de gagner des parts de marché. Ensuite, mobiliser des fonds, les financer, les suivre, et puis ainsi mettre en place un cercle vertueux qui tire tout le monde vers le haut. Mais ce n'est pas juste des incantations, ce n'est pas juste une volonté, parce que l'économie, ce n'est pas juste des mots, c'est une science. Il faut avoir des gens de science, des gens qui mettent en place des stratégies efficaces et des modus operandi pour justement tirer tout le monde vers le haut.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le goulot d'étranglement de l'informel, il faut arriver à le faire sauter en allant vers des processus qui permettent de formaliser justement les gens. Et le levier fiscal est un levier qui est très important. Il y a un rapport de l'Afrique des idées, qui est un think tank auquel j'appartiens, qui a démontré que le mobile banking pouvait être un levier de mobilisation des recettes fiscales de 3 à 4%. Une note politique dans cette édition, l'Alliance pour la République APR minée par des querelles internes. L'ancien coordonnateur départemental de Touba a été exclu. Ses camarades dénoncent et s'opposent à la démarche politique de leur leader Macky Sall. Depuis Touba, Goranaklo Tchernofay. L'exclusion de l'ancien coordonnateur départemental de Mbacké divise les rangs de l'Alliance pour la République dans la cité sainte. À cet effet, des militants pro-Cicelo dénoncent la politique de l'actuel régime et évoquent une injustice notoire. Parce que Macky Sall loolu la ñu waxoon ni damay xeex injustice mu ànd ci Moustapha Cissé. Macky Sall avait promis de faire du Sénégal un modèle de démocratie, un pays de justice et de liberté. Mais rien n'est de cela. Et depuis que Moustapha Cissé Lo commence à dénoncer les problèmes liés à la distribution des semences, il est attaqué de tous bords, ce qui laisse des arrière-pensées. Macky doit revoir la bonne marche des choses. D'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg ñun nag femme développement GIE de Touba ñoo taxaw fii ñun ñoo ngi ni fas nañ yéene nag. Nous sommes des inconditionnels de Cissé Lo, car depuis 40 ans, nous cheminons avec lui sans problème. Ainsi, d'autres invitent le leader de l'Alliance pour la République à trouver un terrain d'entente avant que l'irréparable ne se produise. Exclure Cissé Lo du parti n'est pas la solution. Macky doit prôner d'abord le dialogue, car l'APR n'est pas structuré. C'est un parti peu aimé à Touba, raison pour laquelle nous devons unir nos forces pour faire avancer les choses. Nous sommes derrière le président Cissé Lo, quoi qu'il arrive. Nous sommes des jeunes responsables et nous ne devons pas rester les bras croisés, car Cissé Lo est plus utile que Yaham ou Farba au sein de l'APR. Exclus des rangs de l'Alliance pour la République, des militants et sympathisants de l'ancien parlementaire sous-régional alertent et invitent le chef de l'État à réagir face à la crise politique qui secoue le parti au pouvoir. Goranaklo, Tabaski, coronavirus, conjoncture, 3 situations difficiles à gérer actuellement pour bien des familles. D'autres ont tout simplement décidé de faire le minimum pour la célébration de cette année. Le reportage de Aïssatou Jack. La fête de Tabaski marquée chaque année par des préparatifs sur plusieurs plans. Mais pour ce père de famille, cette année sera particulière à cause de la pandémie. Parce que nous jusqu'à présent, nous On aimerait bien préparer la fête comme avant, mais en cette période de pandémie, ce n'est pas possible. Tout le monde n'a pas les moyens. Il y a trop de charges. En plus, ce n'est qu'un seul jour. Le plus important, c'est d'acheter un mouton. Cette jeune fille ne se prend pas la tête. Elle se débrouille avec les moyens du bord. Non, je le prépare pas comme avant parce qu'avant et là, c'est pas pareil. À cause de la maladie, la pandémie, on prépare pas comme avant. Là, je me casse pas la tête. Si j'ai brodé, je porte tout. Si j'ai bazin, je porte. Non, j'ai pas de problème pour la fête parce qu'avant, je portais des Getzner. Là, si je porte brodé, ça me cause pas de problème. Ce commerçant soutient qu'il en faisait une priorité avant. Mais en cette période de pandémie, il évite tout ce qui est gaspillage. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut. Je ne le prépare plus comme avant. Même si on peut le faire, on doit éviter le gaspillage en cette période de conjoncture. Tabaski, la plus grande fête du calendrier musulman. Une fête qui se préparait avec tension auparavant pour beaucoup. Mais cette année fait l'exception. Seul l'essentiel sera de rigueur.
Et dans le reste de l'actualité, ce public reportage que nous vous proposons ce soir, le groupe Kiren a noué un partenariat avec le géant américain PepsiCo. Les détails de ce partenariat entre ces deux entreprises leaders dans leur domaine avec Nancy Diop et Augustin Mandan. Présent dans le monde de l'industrie agroalimentaire au Sénégal et en Afrique de l'Ouest depuis 20 ans, le groupe Kiren est rapidement devenu une référence dans ce secteur. Afin de compléter son portefeuille de marques de boissons et offrir plus de choix aux consommateurs sénégalais, un partenariat a été noué avec le géant américain PepsiCo à travers sa marque vedette Pepsi. Nous avons bien sûr signé un partenariat avec le groupe Pepsi Cola. Donc Pepsi Cola, c'est intéressant de savoir, c'est bien sûr Pepsi, Pepsi Max, mais aussi 7-Up. 7-Up qui est une marque que nous connaissons tous au Sénégal. En tout cas, ceux qui sont de ma génération connaissent que dans les années 90, les années 90, on a eu du 7-Up au Sénégal, qui était produit jusqu'en 90 au Sénégal. Donc nous sommes bien sûr intéressés de pouvoir le développer ici, mais nous avons les velléités de produire au Sénégal et bien sûr de servir toute la sous-région depuis le Sénégal. Alors la toute particularité d'être là aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une période extrêmement difficile, vous le savez, qui est la période du Covid que nous vivons tous et que nous traversons avec l'ampleur de la difficulté que cela représente. Mais nous avons pris le challenge de pouvoir le lancer en cette période pour apporter de l'envie de nouveau, d'attaquer le marché et de nous donner un espoir fort sur nos productions locales. Le Consommer Sénégal, un des credos majeurs du groupe Kiren, très bien pris en compte dans ce projet. Alors, par rapport au consommé sénégalais, écoutez, nous, c'est un credo chez nous qui est très important. Même si, alors, ce qui est bien, c'est qu'on bénéficie d'une caution d'une marque connue mondialement, qui a un cahier des charges très strict, très rigoureux, mais on va produire cette canette au Sénégal. On ne va pas la produire ailleurs, on n'importe pas Pepsi. On produit Pepsi chez nous localement et nous-mêmes allons la distribuer. Donc le Made in Sénégal, il est là aussi, dans la continuité de toutes les innovations qu'on a lancées jusqu'à aujourd'hui. Dans un contexte économique qui nécessite la dynamisation des emplois locaux ainsi que la valorisation du Made in Sénégal, nos interlocuteurs pensent que ce partenariat stratégique va propulser une nouvelle dynamique sur le marché de la boisson au Sénégal. Nancy Diop, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Dans un instant, la suite de la totale bloc d'informations avec Khalifa Diaraté et je vous donne rendez-vous demain à 19h45 pour un autre journal. Bonne soirée.